Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré donc à la version bêta de 4D 21. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter donc toutes les fonctionnalités qui ont été développées entre la version 20 R10 et la version bêta de la 21. Vous découvrirez un large éventail d'améliorations qui enrichiront considérablement votre expérience 4D. Comme toujours, nos équipes ont préparé des démonstrations de grande qualité. Elles sont vraiment impatientes de vous montrer le fruit de leur travail de ces derniers mois et surtout de vous expliquer comment ces nouvelles fonctionnalités vont booster vos applications 4D. Voici ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Donc nous commencerons par une analyse approfondie du thème autour de l'intelligence artificielle pour 4D et comment l'IA s'intègre dans l'écosystème 4D et bien sûr les nouvelles possibilités qu'elle vous offre. Nous poursuivrons ensuite avec une présentation des principales nouvelles fonctionnalités de 4D Codely Pro en mettant l'accent sur les améliorations les plus significatives. Nous passerons également en revue les principales mises à jour liées au développement et au déploiement, des améliorations conçues pour vous aider à aller plus loin, plus vite et avec encore plus de confort. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser la section questions-réponses si vous avez des questions pendant la présentation. Et je passe le micro à Basma pour la première section. Merci Bérangère et bonjour tout le monde. Commençons par la première catégorie de la journée d'aujourd'hui qui est l'IA. 4D21 change la manière dont votre application répond. Non pas en ajoutant plus d'IA, mais en permettant au modèle d'IA de travailler directement avec votre logique métier et vos données. Maintenant, imaginez un utilisateur face à une urgence. Il a besoin de réponses, il n'a pas le temps de naviguer, il n'a ni le temps ni la patience de parcourir des vues ou bien d'ajuster des filtres. Il pose simplement la question comme n'importe qui d'autre. Affiche l'incident de sécurité non résolu le plus récent pour nos clients européens, celui où l'accès échoue tout le temps. Le modèle d'IA comprend ici la demande, mais reconnaît aussi ce qu'il ne peut pas inventer. Il lui faut de vraies informations réelles, comme la zone géographique, le statut, les symptômes, bref, tout ce que votre application sait déjà. Et c'est là que notre nouvelle fonctionnalité d'IA Tool Calling devient essentielle. Le modèle d'IA identifie la fonction qui doit traiter la requête. Dans ce cas précis, il pourrait par exemple sélectionner Get Incident Details, la fonction que vous avez exposée pour la récupération d'incidents. Votre logique reste maîtresse du sujet, vos données restent la référence et le modèle fait la liaison entre l'intention et l'exécution. Mais une question demeure. De quel incident parle l'utilisateur? Il n'a pas fourni d'identifiant, il a donné du contexte, il a décrit une situation. Eh bien, les requêtes sémantiques comblent cet écart en transformant cette description en la correspondance la plus proche dans votre modèle ORDA. Le modèle crée un embedding à partir du prompt utilisateur et grâce à ce vecteur, vous construisez un objet de requête sémantique qui porte le sens de la requête. Cet objet est ensuite directement placé dans votre requête ORDA, aux côtés de vos filtres traditionnels. Oui, vous avez bien entendu, ORDA prend désormais en charge les requêtes sémantiques. Voilà toute la valeur ajoutée. Le modèle d'IA sélectionne et appelle la fonction appropriée. Les requêtes sémantiques révèlent le ou bien les enregistrements dont cette fonction a besoin et ensemble, ils créent une expérience où une question naturelle mène à une réponse précise, entièrement soutenue par la structure que vous avez déjà construite.
Vous sentirez à quel point cela devient direct et comprendrez comment cela change le rythme de votre application à travers la démo que Mathieu va nous montrer juste après. Parlons intelligence artificielle avec 4D21 et 4D AI Kit. Je voudrais insister, je voudrais vous montrer le genre d'interface utilisateur, le genre d'expérience utilisateur que vous pouvez maintenant offrir à travers vos applications 4D. On va faire un tour dans cette application au niveau de la structure de données. J'ai donc des individus qui ont des compétences, un descriptif de job et une adresse. Et quand on regarde dans le Data Explorer, ici, on voit qu'on a à peu près 600 personnes, un peu plus de 600 personnes, avec donc chacun un job title, un taux de facturation et une adresse, et j'ai des personnes à peu près partout dans le monde. Bien sûr, ce sont des données fictives qui ont toutes été générées par intelligence artificielle. On va démarrer la démo et on va s'attarder sur la première grande nouvelle fonctionnalité que vous pouvez offrir dans vos applications, c'est la recherche sémantique. Et donc, vous allez proposer à vos utilisateurs de faire des recherches en langage humain. Je cherche là, par exemple, un programmeur 4D vivant en France. Donc, avec cette simple phrase, vous pouvez rechercher maintenant des enregistrements en base de données. Voilà, c'est une recherche sémantique. Donc, le score qui est indiqué ici, c'est la similarité cosinus. Plus elle est élevée, plus la fiche, plus l'enregistrement correspond à la phrase qui a été tapée. Et je m'exprime ici en français. Et donc, vous trouvez bien ces deux premiers enregistrements qui sont des personnes ayant des compétences 4D et vivant en France. Voilà, c'est la recherche sémantique, je ne m'y attarde pas. Allons maintenant dans ce deuxième onglet, et là on va retrouver une interface conversationnelle, un peu comme ChatGPT ou Grok, que vous utilisez tous, et je vais m'en servir pour interroger mon application et lui demander de construire une équipe projet pour un projet à venir pour un de mes clients. Et donc, j'ai besoin rapidement d'une proposition commerciale. Eh bien, je vais demander à l'intelligence artificielle et à OpenAI ici de la rédiger pour moi en interrogeant les données de mon application. Et donc là, après avoir prompté mon application, le modèle va interroger mon application, va déclencher des fonctions 4D et récupérer des données, s'en servir comme contexte pour rédiger une réponse à appel d'offres que vous voyez ici défiler sous vos yeux. Et vous voyez que cette réponse à appel d'offres, elle est rédigée en français. Le modèle me répond dans la langue que j'ai utilisée pour l'interroger. Là, j'ai un peu trop de monde et je trouve que la proposition commerciale est un peu élevée. Et bien sûr, ce sont des données fictives, mais je vais lui demander de réduire les coûts. Donc j'ai besoin que ce projet ne coûte pas plus que 300 000 $. Réduit l'équipe au minimum et rédige une proposition commerciale que je pourrais coller dans un document Word pour l'envoyer à mon client. Insiste sur le fait que ma proposition est la meilleure pour lui. Et on va y aller. Donc on peut, vous le voyez, continuer l'interaction à travers cette discussion. Et donc là, en un seul prompt, je lui ai à la fois demandé de réduire l'équipe projet, de baisser le coût en dessous de 300 000 $ et de me rédiger la proposition commerciale. Voilà. Et pour continuer sur l'expérience utilisateur, eh bien, imaginez que vous ayez ici un petit bouton pour copier. Eh bien, vous allez pouvoir prendre votre document Word ici et puis coller la réponse que le modèle vous a donnée. Ça, c'est du RAG, Retrieval Augmented Generation, et donc le modèle a utilisé les données de mon application pour produire sa réponse. Imaginez un peu le temps que j'ai gagné à travailler de cette façon-là, et donc vous comprenez
la valeur de ce genre de fonctionnalité pour vos applications 4D. Je vous recommande très fortement d'aller visualiser le webinaire que j'ai donné à ce sujet sur l'intelligence artificielle, le tool calling, le RAG et la recherche sémantique. Et puis je vous recommande également de visionner le 4D méthode auquel j'ai participé également autour de ce même sujet de l'intelligence artificielle avec 4D21 et avec 4D AI Kit. Je vous remercie. Merci Mathieu pour ta démo. Alors, vous avez vu comment le modèle d'IA peut interagir avec vos données. La question suivante est de savoir comment rendre ces réponses suffisamment fiables pour les utiliser dans votre code. Car lorsqu'une réponse d'IA change de forme d'une requête à l'autre, la charge de travail vous incombe. Votre logique doit prédire chaque variation. L'analyse syntaxique devient complexe. Vous perdez un temps précieux à gérer ce qui aurait dû être simple. C'est ce que décrit la partie gauche de la diapositive, du texte non structuré, de la conjecture, une extraction fragile qui cesse de fonctionner dès que le format change. Mais avec 4D21, 4D AI Kit élimine cette incertitude. Au lieu de vous adapter aux résultats renvoyés par le modèle, vous définissez la structure dès le départ. Un schéma que le modèle doit respecter, des champs et des types clairement définis, une réponse conforme à vos attentes. Regardez maintenant la partie droite de la slide, un objet propre, prêt à être intégré à votre flux de travail. Et dès que vous travaillez avec une sortie structurée, la différence est bien sûr immédiate. Vos fonctionnalités sont plus faciles à développer, votre logique est plus sûre et chaque réponse de l'IA devient une source fiable pour votre application. Maintenant, prenons un petit peu du recul et regardons ce que cela signifie pour votre business, votre véritable activité, rien de technique. Avec toutes les fonctionnalités d'IA disponibles à présent, nous pouvons dire fièrement que KD21 devient un moteur d'IA avec lequel vous pouvez interagir à un niveau entièrement nouveau. Pas comme un phénomène de mode, pas comme de la technologie, mais plutôt comme un nouveau canal de revenus. Un revenu réel que vous pouvez vendre à l'intérieur de l'application sur laquelle vos clients comptent déjà. Bien sûr, sans reconstruire et sans réinventer. C'est là que 4D21 apporte de petits upgrades d'IA ciblés qui résolvent de vrais problèmes. Chaque upgrade devient une fonctionnalité facturable que les clients acceptent immédiatement. Et si l'incertitude vient de la protection de vos données ou bien de la mise en place, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez nous solliciter et nous vous donnerons les bonnes pratiques, les orientations d'architecture et les garde-feux. Et bien sûr, le forum 4D est déjà rempli par les early adopters qui, bien sûr, partagent leurs résultats. Si vous voulez un accompagnement sur mesure, Professional Services est bien sûr disponible. Et si vous souhaitez un soutien vraiment personnalisé, votre représentant commercial est à un simple mail de distance. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr, vous n'entrez pas dans l'incertitude, mais plutôt vous entrez dans l'opportunité. Imaginez maintenant la barre de recherche qui réfléchit enfin. Elle comprend l'intention plutôt que les lettres. Elle détecte le sens, la similarité et la direction. Elle guide l'utilisateur au lieu de le forcer à deviner. Cela, bien sûr, devient un premium AI upgrade que les clients associent fièrement à leur marque, à leur branding, parce que chaque action paraît plus intelligente. La même histoire se répète avec les documents 4D Write Pro. Imaginez dire à une équipe, donnez le document à votre application et il se résumera lui-même sans lire 500 pages ou bien plus. Ou bien il ira directement au paragraphe dont vous avez besoin. Ou bien il se donnera ses propres étiquettes, il dégagera ses propres idées, il classera, enrichira et structurera automatiquement.
Non, ce n'est pas de la théorie, c'est de l'automatisation que les clients payent parce qu'ils ressentent immédiatement les heures qu'ils récupèrent. Puis, vous arrivez aux décisions, cette charge cachée dans toute entreprise. Un formulaire 4D devient l'endroit où les utilisateurs parlent à leur application et reçoivent des réponses avec du contexte, comme si un expert se tenait à leur côté. L'IA va expliquer la raison, le récit, le schéma et le mouvement derrière les chiffres. Il produit des tableaux, des graphiques, des chartes et de la clarté. Cela devient votre module d'analyse avec d'IA, votre niveau premium et votre amélioration à la marge la plus élevée. Même les tâches ingrates deviennent monétisables. Les doublons, les textes désordonnés, les éléments non classés et les erreurs dans les documents se transforment en modules par abonnement qui nettoient, enrichissent, étiquettent ou acheminent automatiquement le contenu vers le bon réviseur. Alors, la question, est-ce que voyez-vous le schéma, le vrai message que nous cherchons à transmettre? Ici, vous ne vendez pas de l'IA comme un phénomène de mode, mais vous vendez une transformation. Le marketing le voit, les équipes commerciales le voient, et bien sûr, les utilisateurs, par contre, le ressentent. Et voici le murmure que vous ne pouvez pas vraiment ignorer. Vos concurrents ne se sont pas encore engagés. La plupart observent, attendent, hésitent. Donc, c'est votre moment, l'élan de celui qui a intégré l'IATO. Le marché, bien sûr, récompense les premiers à agir, pas les plus bruyants, ceux qui livrent réellement. Et 4D21 vous donne tout ce dont vous avez besoin. Alors, téléchargez la bêta. LTS va arriver mi-janvier et chaque jour d'attente est un revenu laissé de côté. Avant de poursuivre, une petite précision. Si vous avez manqué le tout récent webinaire sur l'IA, le replay est disponible. Il explique comment intégrer la recherche sémantique et RAG à vos applications 4D à l'aide de 4D21 et du 4D AI Kit. Si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous le recommandons vivement. Ne manquez pas non plus cet autre replay, l'intervention de Ricardo Mello et Mathieu Ferry au cas des méthodes, très intéressante et dans la continuité du webinaire hier. Et maintenant, faisons une petite pause et voyons si vous avez des questions après tout ce que nous vous avons montré jusqu'à présent. Alors oui, il y a des questions. Première question, allons-y. Le HDI Tool Calling IA sera-t-il disponible au téléchargement? Il l'est déjà. Si vous n'avez pas participé au webinaire, donc vous n'avez pas reçu le lien, mais depuis le replay sur YouTube, vous l'avez et je pense qu'on vous le fournira également en réponse à ce webinaire. Peut-on utiliser la voix pour le requêtage et entendre la réponse dans le module IA? Alors, pour la voix, il doit y avoir déjà depuis pas mal de temps différentes librairies text-to-speech ou speech-to-text. Ça doit se trouver même hors IA et il y a de mémoire, je ne les ai pas essayés personnellement, mais je crois qu'il y a des modèles qui sont capables déjà de faire ça. On pourra peut-être essayer d'étayer un peu ça. Je n'ai pas la réponse comme ça, mais ça doit pas être bien compliqué. Euh, Troisième question, avec la montée du protocole MCP, alors euh, pour connecter les applications aux agents IA, est-ce que 4D prévoit un support MCP ou un connecteur MCP natif pour faciliter l'intégration de 4D avec ces systèmes? Alors, si vous regardez un peu le forum et vous cherchez MCP, il y a eu déjà quelques échanges sur ce sujet-là. Le MCP, c'est quelque chose qui est encore très récent, qui pose quelques soucis de sécurité encore. C'est en train de se normaliser, de se standardiser, donc c'est encore un peu tôt. Aujourd'hui, nous, on imagine plus un MCP pour le développeur, davantage pour le moment que pour la partie applicative. Et
Et d'un point de vue purement stratégique pour vos applications, on- dans un premier temps, on va vous recommander plutôt de faire du tool calling et de garder l'interface utilisateur dans votre application. Le MCP, ça sort une partie de l'interface utilisateur de votre 4D. Donc, bon, c'est pas forcément ultra pertinent aujourd'hui si vous voulez garder des choses en 4D. Voilà, c'est quelque chose qu'on regarde, mais qu'on considère aujourd'hui encore un peu trop jeune, en fait. L'IA peut-il lire le webinaire 4D? Bonne question. Euh, 4D se sert-il uniquement d'OpenAI ou est-ce qu'il y a une IA plus sécurisée? Ouf. Alors 4D, vous pouvez, alors on l'a déjà dit quelques fois, mais je pense que la pédagogie va avec la répétition. Pardon, KDE AI-Kit, on utilise l'API OpenAI. Donc l'API OpenAI, elle est en fait mise à disposition par à peu près tous les acteurs de l'IA aujourd'hui, que ce soit pour des modèles que vous exécutez dans un cloud ou pour des modèles en local. Donc, quelque part, c'est à vous de choisir le serveur d'inférence et le modèle que vous allez vouloir utiliser. Mais on n'est pas que OpenAI. Alors, par contre, c'est vrai qu'OpenAI aujourd'hui, c'est très efficace dans la partie développement. Il est très facile à dompter. Gemini, par exemple, aussi va l'être. Mais tout ça, ce sont des modèles dans le cloud. Donc, si vous voulez après exécuter, si vous voulez davantage de sécurité, il faut en passer par un modèle en local qui vous demanderont des investissements en hardware, en GPU, en RAM, etc. Mais les modèles dans le cloud, s'ils sont assortis de bonnes conditions d'utilisation et de garanties sur ce que vous échangez avec eux, c'est une bonne alternative, je pense. Alors, en dehors de la recherche sémantique, enfin, autre question, pardon. En dehors de la recherche sémantique, est-ce que 4D prévoit l'intégration d'outils IA dédiés aux développeurs, par exemple pour analyser du code, détecter des régressions ou générer des tests automatiques? Alors, vous avez déjà ça aujourd'hui. Dès que vous utilisez VS Code et l'extension 4D pour VS Code, vous avez accès aux agents de codage, comme GitHub Copilot, par exemple, qui vont vous permettre de faire tout ce que vous dites, en fait, hein. Analyser du code, détecter des régressions. Alors, détecter des régressions, ça dépend peut-être par rapport à quoi, mais générer des tests automatiques, nous, on le fait déjà avec ce genre d'agent. Pour ça, je vais vous recommander d'aller voir un peu le replay du cadre des méthodes. On montre un peu comment ça se passe. On peut générer des formulaires 4D, par exemple, avec ça. Euh, Quel est le modèle économique et le coût même approximatif de 4D AI Kit? Aujourd'hui, 4D AI Kit, c'est un composant qui est en open source et qui est disponible pour vous libre d'utilisation. Donc, il n'y a pas de modèle économique pour 4D AI Kit. Par contre, vous aurez des coûts à l'usage sur un partenaire cloud, si vous en avez un, ou de l'investissement hardware. Alors, passons maintenant à la partie suivante de ce webinaire et le déploiement. La première fonctionnalité est perceptible immédiatement par vos utilisateurs. Généralement, on ne pense généralement à son réseau que lorsqu'il fait défaut. Tout développeur connaît bien sûr la panique qui nous saisit lorsqu'une connexion se coupe au pire moment. Un câble se débranche, le Wi-Fi faiblit ou bien encore passer d'une salle à une autre. Auparavant, ce genre d'incident pouvait ralentir fortement le travail de vos utilisateurs. Par contre, avec KD21, ce n'est plus le cas. Quick protège ici la session au lieu de la perdre. Votre tâche continue de s'exécuter, votre travail reste intact et votre application demeure stable même en cas de perturbation réseau. C'est davantage que du réseau, c'est de la confiance ici. La confiance que votre produit inspire lorsqu'il reste fiable dans des conditions imprévisibles.
Alors, sans tarder, Damien va nous montrer comment tout ça fonctionne et préparez-vous à être surpris dès le début de la démo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter la nouvelle fonctionnalité Network Switching de la couche réseau Quick dans KD21, testée dans des conditions réelles. Plantons le décor. À droite, il y a une machine exécutant une application avec KD Server. À gauche, une autre machine exécutant un KD Remote connecté à ce serveur. Cet ordinateur dispose de deux interfaces réseau actives, Ethernet et Wi-Fi. Comme Ethernet offre de meilleures performances, c'est la connexion actuellement utilisée. On peut voir son adresse IP dans l'interface. Je lance maintenant un import de données depuis KD Remote. Tout se passe bien, l'interface affiche en temps réel le nombre d'enregistrements importés, qui augmente évidemment. Dans les versions précédentes de KD, débrancher le câble Ethernet en plein import était risqué. Il fallait attendre la fin de l'opération. Mais avec KD21 et le protocole Quick, cette limitation n'existe plus. Regardez bien, je débranche le câble Ethernet. L'import continue sans interruption. Le système a basculé automatiquement sur le Wi-Fi et l'adresse IP se met à jour dans l'interface. Dans la fenêtre d'administration du serveur, je vois également que l'IP du KD Remote a changé. L'import est un peu plus lent, ce qui est normal avec mon débit Wi-Fi, mais il se termine avec succès. Maintenant, vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il pendant un transfert d'un gros enregistrement, un bloc volumineux ou un fichier vidéo? Voyons cela. Je clique sur le bouton Get Video. Cela déclenche une méthode exécutée sur le serveur qui renvoie un blob contenant un gros fichier vidéo. Comme prévu, le serveur 4D commence à envoyer le blob au remote. On voit l'activité dans la fenêtre d'administration du serveur. Je rebranche maintenant le câble Ethernet sur l'ordinateur remote. Après quelques secondes, le système repasse automatiquement sur Ethernet. L'adresse IP se met à jour de nouveau dans l'interface et le transfert du blob continue sans interruption. Une fois le transfert terminé, je retrouve le fichier téléchargé dans ce dossier et la vidéo s'ouvre parfaitement. Le network switching fonctionne donc même pendant les transferts de données ou de ressources locales volumineuses. J'espère que cette fonctionnalité sera utile aux utilisateurs de vos applications. À très bientôt, bye bye. Merci Damien. Et passons maintenant à la fonctionnalité suivante. Pendant des années, votre environnement de développement 4D contenait plus de composants que réellement nécessaires. Ces composants étaient installés par défaut, qu'ils soient utiles ou non à votre application. Cela, bien sûr, fonctionnait, mais ne reflétait jamais vos réels besoins de développement. 4D21 change la donnée ici. Les composants standards de 4D sont désormais externes ou au noyau et vous ne les importez sous forme de dépendance que lorsque vous le souhaitez, bien sûr. Euh, Vous pouvez facilement ouvrir la boîte de dialogue, ajouter une dépendance, ou bien add a dependency, sélectionner les éléments nécessaires à votre projet et 4D installe exactement ce que vous avez demandé, rien de superflu, rien d'imprévu. Bien plus que de simples composants optionnels, c'est une expérience de développement qui correspond enfin à votre façon de penser sélectif, modulaire, entièrement sous votre contrôle. Faisons maintenant une courte pause et voyons si quelqu'un a des questions. Alors, c'est reparti. On a eu une question sur Quick. Donc, est-ce que cela fonctionne si l'ordinateur possède deux cartes réseau, pardon. Damien nous répond que absolument. C'est super. Et s'il n'y a pas de Wi-Fi, que se passe-t-il? Donc, pour le moment, les transferts sont mis en pause tant que le timeout n'est pas dépassé. Voilà. Merci Damien pour ces réponses. On a quelque chose d'autre, je
pense. Qu'est-ce qu'on a eu là? Composant réseau Quick et le web server 4D. Est-ce que le web server l'utilise? Non, le web server ne va pas l'utiliser. Je laisse Damien répondre. Le web server, on est davantage en TCP. Non, en HTTP, pardon. Ouh là là. Prenons un cas de déploiement où l'application se voit adjointe de fonctionnalités non intégrées. Cela est transparent, point d'interrogation. Je suis désolé, je ne comprends pas bien la question. Ah oui, on parle des composants. Les composants, vous allez les intégrer au moment du développement et ils seront inclus dans votre déploiement. Il n'y a pas de raison. Ça va bien se passer. Si j'ai bien compris votre question. On a une question sur est-ce que le timeout est paramétrable? Damien est en train de répondre. Damien, il est à la manœuvre là. C'est son moment. Les composants sélectionnés seront installés où exactement lors de la création de la dépendance? Dans un répertoire component au niveau du projet ou, par exemple, différence entre base projet et base binaire. Alors, là, je vais laisser peut-être l'équipe répondre sur ces détails-là. Je ne saurais pas y répondre directement. Voilà, beaucoup de questions. Je perds le fil des questions. Là, on a ça. Mais Damien répond, c'est très bien. Damien répond. Super. Alors, la question, est-ce que le timeout est paramétrable? Donc, merci Damien. Pas dans l'immédiat. Si vous avez... voilà. Non, Damien fait un appel à une demande de feature sur le forum. Et on va commencer donc avec KDE Pro, avec donc la première slide. Voilà. On va parler d'interaction entre formulaire 4D et les pages Codely. Alors, cette fonctionnalité s'adresse à tous les développeurs 4D, quel que soit leur niveau d'expérience en web. Si votre application desktop vous convient, votre application client-serveur par exemple, eh bien, vous pouvez la conserver telle qu'elle tout en la modernisant. Une page Codely peut désormais s'intégrer à votre formulaire 4D et vous offrir des éléments d'interface utilisateur inédits. C'est intuitif, c'est réactif et cela utilise la même session que votre formulaire. Si vous envisagez par exemple de créer une application web, vous pouvez donc vous y mettre sans pression. Vous pouvez ajouter des pages Codely une à une au sein de votre application habituelle. Vous conservez votre logique et vos données et vous développez votre expérience web à votre rythme. C'est ce que vous voyez en fait dans cette diapositive, une page Codely intégrée à un formulaire 4D, entièrement connectée, interactive et faisant partie intégrante du même environnement. Alors, il ne s'agit plus de choisir entre une application desktop et une application web, mais de vous offrir la possibilité de faire les deux. Enrichissez votre application desktop dès aujourd'hui, et si vous souhaitez plus tard une application web distincte, eh bien, développez-la finalement progressivement, sans jamais repartir de zéro. Et voilà comment votre application évolue selon votre besoin. Et c'est Mourad qui va nous faire cette première démo à ce sujet. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment utiliser les zones web dans 4D avec Codely Pro pour créer une application de bureau hybride fluide. L'objectif est de montrer comment la logique de 4D et les interfaces de Codely peuvent fonctionner ensemble pour offrir une expérience homogène. Sur mon formulaire 4D, j'ai une configuration simple. À gauche, vous voyez une liste d'entrepôts. À droite, il y a une zone web. Cette zone web ne se contente pas d'afficher un site web. Elle exécute une page Codely qui réagit instantanément à tout ce qui est sélectionné dans la liste. Je vais cliquer sur quelques entrepôts pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Dès que je clique, les détails se mettent à jour. Le nom, la capacité, la catégorie, l'emplacement sur la carte, même la note, tout change en temps réel sans que la page ne se recharge. Avant de passer au code, je veux vous montrer deux propriétés importantes de la zone web. Je vais ouvrir la liste des propriétés de la zone web, faire défiler jusqu'en bas et vous pouvez les voir ici. Utilisez le moteur de rendu web intégré et accéder aux méthodes 4B. Ces deux options sont nécessaires. La première vous offre un moteur de rendu moderne.
La seconde permet à votre page Codely de communiquer avec vos méthodes 4D. Si Windel est désactivé, l'intégration ne fonctionnera pas comme vous l'attendez. Examinons maintenant la méthode objet de la zone web. Lorsque la zone web est chargée et déchargée, c'est cet événement qui initialise tout. D'abord, la page Codely se charge. Ensuite, il envoie le contexte avec lequel la page fonctionnera. Dans cet exemple, le contexte contient la data class entrepôt. Allons voir cette data class. Dedans, nous avons deux fonctions. La première, getWarehouseById, ne renvoie qu'une entité entrepôt en fonction d'un identifiant. La seconde, ret, met à jour la note de l'entrepôt et enregistre la modification. Ce sont les méthodes que Codely appellera pendant l'exécution. Ensuite, ouvrons la méthode objet de la liste box. Même si nous sélectionnons la première ligne, la zone web dispose ainsi des données à afficher dès le départ. La partie importante se produit chaque fois qu'un utilisateur change la sélection. C'est ici que nous appelons la fonction WA-execute-JavaScript. Cette commande appelle codely.setSource à l'intérieur de la page intégrée et lui transmet l'identifiant de l'entrepôt sélectionné. Cette valeur suffit pour que la page Codely mette à jour la source de l'entrepôt et rafraîchisse les détails. Passons maintenant à Codely Studio pour voir comment une page est structurée. Voici la zone de détail qui apparaît à l'intérieur de la zone web. On utilise deux composants custom. Le composant map affiche les coordonnées exactes de l'entrepôt. Le composant d'évaluation affiche la note et permet à l'utilisateur de la modifier. Les deux composants sont liés à l'entité entrepôt qui provient du contexte serveur. Je partagerai les liens des composants dans les ressources du webinaire. Laissez-moi vous montrer comment les données circulent. La page se charge avec la première entité entrepôt. Ensuite, nous avons un événement de non-changement sur la source de l'identifiant de l'entrepôt. Je vais ouvrir le panneau décontextualisé pour que vous puissiez le voir. Lorsque l'entrepôt change, l'ID change, Codely appelle la fonction getWarehouseById dans la classe serveur et remplace l'entité entrepôt par la nouvelle. C'est pourquoi la page se met à jour instantanément quand je change la sélection dans 4D. Regardons maintenant le composant d'évaluation. Je vais le sélectionner et ouvrir les éléments. Lorsque l'utilisateur modifie la note, le composant déclenche un événement de non-changement. Cet événement appelle la fonction HAPE sur le contexte. Cela met à jour la valeur dans 4D, l'enregistre, et la nouvelle note apparaît instantanément sur la page Codely. Je vais changer la note en direct pour que vous puissiez voir tout le processus. Je vais donner une meilleure note à cet entrepôt. L'événement se déclenche, la méthode de la classe de données s'exécute et la nouvelle note apparaît immédiatement. L'aller-retour entre Codely et 4D se fait en une fraction de seconde. Regardez ici, c'est une simple liste d'entrepôts, mais ce modèle fonctionne pour tout. Gestion des stocks, catalogue de produits, tableau de bord client, interface logistique. Vous pouvez conserver votre logique et vos modèles de données 4D existants et créer une interface utilisateur moderne dans Codely Studio qui s'exécute dans votre application de bureau. Et avec cela, nous allons conclure notre démonstration. Essayez par vous-même. Expérimentez avec vos propres données et dites-nous ce que vous en pensez. Cette intégration ouvre la porte à un flux de travail très flexible qui allie la fiabilité de 4D à la liberté de Codely Pro. On va reprendre, merci. Et on va passer donc à la fonctionnalité suivante dans 4D Codely Pro, qui est l'internationalisation pour les pages Codely. Donc, la localisation ou l'internationalisation, elle a toujours existé dans 4D via les Xleaf que vous connaissez bien pour les applications desktop. Mais le web a ses propres règles. C'est pour cela, que 4D Codely Pro intègre une fonctionnalité d'internationalisation conçue spécifiquement pour les pages Codely. Cette fonctionnalité, elle simplifie votre flux de travail. Vous modifiez la langue, mais aussi la mise en page directement dans Codely Studio. Ceci sans fichier supplémentaire ni duplication de pages. L'interface s'adapte instantanément et votre processus de conception reste inchangé. Donc, on va voir ça à travers une nouvelle démo. Bonjour à tous. Dans cette démo, je vais vous montrer comment Codely rend la localisation simple, flexible et vraiment prête pour la production. D'habitude,
Traduire une application signifie jongler avec des fichiers, répéter le travail sur l'interface et ralentir le développement. Codely change la donne en intégrant la localisation directement dans votre flux de travail et en simplifiant tout le processus grâce à la localisation directement depuis l'éditeur. Vous traduisez ce que vous voyez et la page se met à jour immédiatement, sans étape supplémentaire. Ce que j'ai ici, c'est la page d'accueil fictive d'une application pour notre site d'offre d'emploi. Pour commencer à traduire notre page, allons dans la section de localisation et ajoutons les langues vers lesquelles nous voulons traduire. Dans ce cas, je veux ajouter des traductions en français, en allemand et en espagnol. Parfait. Maintenant que nous avons ajouté les langues dans lesquelles nous voulons traduire, allons sur notre page et commençons la traduction. Cliquez sur l'icône de localisation dans la barre d'outils pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez traduire. Maintenant, commençons à ajouter les traductions en français. J'ai déjà les traductions françaises dans un fichier texte, donc il suffit de les copier ici. Comme vous pouvez le voir, je peux ajouter les traductions visuellement en collant le texte directement dans l'éditeur. Pas besoin de changer de fichier, ni de tout reconstruire. L'interface est mise à jour en temps réel à chaque modification. Je vois donc toujours ce que je traduis dans son contexte. Et ça transforme tout le processus, qui passe de la manipulation de fichiers JSON à quelque chose d'aussi simple que d'éditer la page elle-même. Très bien, nous avons réussi à traduire notre page en français. Maintenant, ajoutons l'allemand et l'espagnol d'un seul coup, avec un peu d'aide de l'IA. Codely vous permet d'exporter les traductions dans deux formats, CSV ou JSON. Exportons tout ça au format JSON et ouvrons-le dans notre VS Code. Là, je vais demander à l'IA d'ajouter les traductions manquantes. Super, la traduction par l'IA est terminée et le résultat a l'air pas mal. Maintenant, importons cette traduction. Je vais simplement remettre le fichier JSON généré dans Codely et la plateforme associe instantanément chaque clé au bon élément sans correspondance manuelle. C'est importé et on dirait que tout fonctionne parfaitement. Dès que le fichier est chargé, Codely applique chaque traduction au bon composant et l'interface change de langue instantanément. À partir de là, on peut passer d'une langue à l'autre et vérifier que tout est correct. Vous pouvez considérer les localisations comme des états de votre page. Il ne s'agit pas seulement de modifier le texte, vous pouvez également ajuster la mise en page, les couleurs et la taille des polices pour créer des styles personnalisés pour chaque langue. Cela confère à chaque version de votre application une apparence soignée et native. Pour le français, je réduirai un peu la taille du texte d'en-tête parce que la traduction est plus longue et a besoin de plus d'espace. Cool. Ça a l'air bien. Comme vous pouvez le constater, Codely rend la traduction de pages incroyablement simple. J'ai hâte que la communauté Codevive essaie et partage ses impressions. Et on va passer aux fonctionnalités suivantes, donc toujours pour 4D Codely Pro. Donc on va voir comment Codely Studio gagne encore en rapidité. Cette mise à jour vise à éliminer les petits obstacles qui vous ralentissent. Donc 3 fonctionnalités vont suivre, chacune conçue pour résoudre des problèmes que vous avez peut-être déjà rencontrés. Tout d'abord, je vais parler du rapport d'événements. Votre page, c'est bien plus que la somme de ses composants. C'est aussi une chaîne d'événements qui met la page en musique. Lorsqu'un comportement inattendu se produit, cette nouvelle vue, ce rapport, affiche la partition complète
en une seule page. Chaque déclencheur, chaque action est visualisable. La logique de votre page, jusqu'ici invisible, elle devient limpide. Passons à la suivante. Je vais parler du zoom sur la page. Un bon design web s'obtient avec 2 points de vue, la vue d'ensemble d'une part et la vue de détail d'autre part. Vous pouvez désormais passer de l'une à l'autre sans interrompre votre travail. Donc un accès rapide à la vue d'ensemble et un accès rapide à la précision. En d'autres termes, si vous devez ajuster une zone très petite, très précise dans votre page Codely, Codely Studio vous permet désormais de zoomer directement dessus. Et comme votre application mérite un design impeccable, c'est on ne peut plus utile. Et la dernière fonctionnalité, c'est le démarrage en un clic de Codely Studio. Donc pour toute personne ouvrant Codely Studio pour la première fois, toute la partie configuration disparaît. Un simple clic suffit pour activer tous les paramètres requis. Vous les aurez en affichage sur votre écran. Et le studio s'ouvre instantanément et est prêt à l'emploi. Et nous allons passer aux questions. Alors, on va reprendre un peu quelques questions qui ont été répondues. Donc, la suite des questions. Ici, le timeout, on l'a fait. Donc, Fabrice a répondu pour la question de où s'installent les composants. Donc, il a donné le dossier dans lequel s'installent les composants téléchargés. À la question, est-ce que donc la partie Quick fonctionne avec tout client connecté à 4D serveur? Donc, Damien répond qu'il s'agit de Quick, que s'il s'agit de Quick, oui, Quick est paramétré sur le serveur 4D, donc tous les clients connectés bénéficient de ces fonctionnalités. Une autre question concernant Quick, on a une reprise à la volée tant que le timeout n'est pas échu. Est-ce que cela peut effectuer une reprise sur le téléchargement dans l'esprit d'un get right, si vous vous souvenez de get right, ouais, qui permet de reprendre le téléchargement en cas d'échec? Damien répond que tant qu'on ne dépasse pas le timeout, oui, le transfert de données reprend. Voilà, je pense que j'ai fait la totalité sur le rattrapage des questions. On a une question, quelle est la configuration 4D, 4D serveur pour connexion avec Codely pour une utilisation sur le web illimité en termes de connexion et à quel coût? Alors, Codely n'utilise pas le web illimité. Codely demande une licence client par utilisateur concurrent. C'est le même modèle que le client serveur. Voilà. On m'a fait remarquer aussi tout à l'heure que je m'exprime mal. On ne dit pas tenir la montre, mais tenir l'horaire. Donc, je remercie grandement la personne qui m'a fait cette remarque. Ça m'évitera de continuer de la reproduire. Merci beaucoup. Et je vais terminer par est-ce que l'ajout de l'affichage Codely vers 4D natif permettrait de restituer des documents, des aperçus par exemple, ou des formulaires React par exemple? Je pense que vous avez dans les composants custom, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence, mais il y a déjà des visionneuses PDF et des iframes et des formulaires React. En fait, je pense que via la partie composants custom, vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez. Codely, 4D Codely Pro vous permet d'implémenter vos propres composants à façon en React et donc de faire ce que vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si c'est exactement ce à quoi vous faisiez référence, mais en tout cas, c'est une réponse. Ah voilà, merci. J'ai répondu correctement. Je suis content. On va passer à la suite. On va tenir l'horaire. Et je vais laisser la main à Bérangère. Oui, passons maintenant à la section suivante de ce webinaire par rapport aux features sur le développement. Chaque opération sur une entité comporte une séquence. Avant son déclenchement, le moment où se produit l'opération et l'instant où elle se termine. Avec 4D21, Orda vous offre enfin un contrôle total sur cette séquence. Par exemple, pour la sauvegarde d'une entité en base de données, nous avons cette séquence. La validation avant écriture, l'action pendant l'écriture et la réponse après l'écriture.
Chaque phase représente un maillon essentiel de la chaîne de contrôle qui garantit l'intégrité de vos données. La même rigueur s'applique lors de la suppression d'un élément. Voici le véritable avantage. Ces événements d'entité ne se contentent pas d'étendre les fonctionnalités des triggers, ils les remplacent. Vous bénéficiez ainsi de plus de phases, d'un contrôle plus précis, d'une implémentation plus propre et de moins de contraintes de verrouillage. Le tout au sein même de la classe de données, là où votre logique métier se trouve naturellement. Alors on va regarder la démo de Marie-Sophie qui nous montre tout ça de manière très très claire. Bienvenue dans cette démo sur les events Orda. Donc la finalité de cette feature, c'est de gérer les actions de persistance de données, donc le save ou le drop, avec une logique complètement événementielle. Donc dans ces events Orda, on va implémenter la logique métier relative aux actions de save et de drop. Donc jusqu'à maintenant, ceci était géré dans les triggers, mais vous allez le voir, les events Orda offrent beaucoup plus de contrôle, une granularité plus fine et également une gestion d'erreurs à la main du développeur qui permettent de stopper cette action de save ou de drop. Et l'avantage majeur de ces events, c'est de garantir l'intégrité des données. Donc les events font partie de la couche d'abstraction Orda, donc leur implémentation va se faire dans une classe Orda, donc la classe Entity, et ils ne sont pas déclenchés par du code 4D classique ou du SQL. Ils peuvent cohabiter avec des triggers, mais simplement les triggers seront exécutés après les events Orda. Donc les events sont implémentés à un endroit unique, dans une classe, et ensuite, eh bien, c'est toute la logique événementielle qui va jouer et déclencher les events appropriés selon les actions de persistance faites sur les données. Donc comme je vous disais, la granularité est plus fine. Cette granularité, elle se scinde en 3 temps. Donc il y a avant l'action de save ou de drop, donc on parle plutôt de validation, pendant l'action et après l'action de save ou de drop. Donc pour la démo, je vais vous commenter le how do I qui a été fourni dans le blog post et on va voir en détail l'action de save, sachant que pour ce qui est du drop, la logique est la même. Donc ici, on crée des produits dont la marge, l'attribut margin, doit être supérieure à 50%. Donc c'est la différence entre le cost price et le retail price. Et lors du save, on sauve le manuel utilisateur du produit sur le disque et on indique donc son path, son chemin, dans l'attribut user manual path. Donc je vais mettre un breakpoint sur le premier event. Donc tout ça va se passer au niveau de la classe Product Entity. Je mets un breakpoint dans l'event validate save que l'on a configuré pour l'attribut margin. Et je crée un nouveau produit dont le nom est démo. Donc vous voyez que l'attribut user manual path contient déjà le chemin du manuel utilisateur sur le disque et le statut est OK. Et donc ici je suis dans mon event. Donc je suis dans un cas où le margin est inférieur à 50%. Donc j'ai la possibilité de renvoyer une erreur. Donc à ce niveau-là, on est dans le validate save, on n'est pas encore dans l'action de save elle-même, donc j'ai la possibilité de renvoyer une erreur pour contrôler la cohérence des données, leur valeur, et le but c'est d'avoir des données prêtes à être sauvées quand on sera dans l'action de save elle-même. Donc là tout a été stoppé, le save n'a pas été exécuté et on peut renvoyer un feedback à l'utilisateur. Maintenant donc je mets donc 2 autres breakpoints. Donc je mets un breakpoint donc dans le deuxième événement de saving et le troisième événement, le after save. Et sur le produit que je suis en train de créer, donc je corrige le retail price pour cette fois-ci avoir un margin supérieur à 50%. Et je vais cocher l'option qui est en dessous pour simuler le fait que je n'ai plus de place sur le disque au moment de sauver le manuel utilisateur sur le disque. Donc là, je suis dans l'événement saving. Donc on est là précisément dans l'action de save elle-même. Et comme je n'ai plus de place sur le disque
pour sauver le manuel utilisateur, j'ai la possibilité de renvoyer une erreur pour interrompre cette action de save et pour garantir l'intégrité des données. Donc le save, l'action de save ici a été stoppée et je suis maintenant dans le troisième event, donc le after save, qui lui est déclenché, que le save échoue ou pas. Et la finalité de cet event, c'est surtout de gérer l'intégrité des données en cas d'erreur. Donc, dans ce cas ici, je détecte que j'ai une erreur. Mon fichier n'a pas été sauvé sur le disque, donc je reset l'attribut user manual patch, du coup, pour qu'il soit cohérent, et je mets le statut à KO. Et je peux également donc renvoyer ce feedback à l'utilisateur, et vous voyez donc que l'attribut user manual pass est à chaîne vide et le statut à KO. Sachez également que pour ces events, il n'y a pas de lock massif sur toute la table. Donc ici, je n'ai pas de lock massif sur toute la table Products. On lock juste l'entity, le record concerné. Donc on peut avoir plusieurs events saving en parallèle sur la même table pour des entités différentes. Et je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette démo. Alors découvrons maintenant Fluent UI. Une fonctionnalité qui apporte une interface vraiment moderne et conforme à Windows pour vos applications 4D. Mais Fluent UI, dans 4D, ce n'est pas juste l'application d'un simple thème, il s'agit vraiment d'une mise à niveau technique complète. Une nouvelle API, une couche de communication entièrement repensée entre 4D et Windows, et une intégration native avec WinUI 3. WinUI 3, la toute dernière technologie d'interface utilisateur de Microsoft. Vos formulaires bénéficient maintenant d'une apparence Windows moderne, tout en restant compatibles, pérennes et prêts pour les futures versions de Windows. N'oubliez pas que Fluent UI dans 4D21 est une version préliminaire pour les développeurs, donc en développeur preview. Elle ne fera pas partie de la version 21 LTS, mais vous pourrez continuer à la tester dans 4D21R2. Et vos commentaires sont les bienvenus pour contribuer à l'amélioration de la version finale. Vanessa nous montre dans sa démonstration à quel point c'est facile à activer et à quel point le rendu visuel est vraiment différent. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'une nouveauté importante introduite en développeur preview dans 4D 21, l'intégration de Fluent UI, le système de design moderne de Microsoft. Fluent UI, c'est un style visuel plus clair, plus aéré, avec des ombres, des coins arrondis et bien sûr le dark mode. Selon la plateforme, les différents frameworks existent pour Fluent UI. Dans notre cas, les applications desktop avec des contrôles natifs, c'est la technologie WinUI 3 qui a été implémentée. Mais attention, Fluent UI dans 4D, ce n'est pas simplement un nouveau thème appliqué à vos formulaires, c'est une évolution en profondeur, un changement d'API, une réécriture complète des couches d'échange entre 4D et le système d'exploitation. L'objectif est de pérenniser vos applications sur les futures versions de Windows, tout en modernisant leur apparence. Et tout cela sans casser la compatibilité avec vos formulaires existants. La migration vers Fluent UI a été pensée pour être progressive et réversible. Vous pouvez activer le nouveau design à 2 niveaux, soit pour l'ensemble du projet, soit formulaire par formulaire. En un clic, votre interface adapte le nouveau rendu Fluent, boutons, champs, checkbox, tout prend un look plus moderne, plus cohérent avec Windows 11. Si vous désactivez Fluent UI, tout redevient à l'apparence classique. Cela permet de tester sans risque et d'adapter vos écrans progressivement. Visuellement, le changement est notable, les objets sont un peu plus grands et plus espacés. Et bien évidemment, le dark mode est géré. Maintenant, essayons avec une base plus complexe, l'application Contact, et vérifions sa compatibilité.
Allons dans les paramètres, activer Fluent UI et rien ne change. Sur le plan technique, tout reste identique. Même code, même objet, même événement. Mais vous bénéficiez désormais de la dernière API Windows, ce qui garantit meilleure compatibilité future et de meilleures performances. Cette intégration est aujourd'hui en développeur preview, elle ne sera pas incluse dans la version finale de 4D 21, mais vous pourrez continuer à la tester dans 4D 21 R2. Notre objectif est de collecter vos retours dès maintenant. Quelles sont vos impressions, les points améliorés, les comportements inattendus? C'est le moment idéal pour influencer la version finale. Merci. Passons maintenant aux composants. Avec 4D21, vous pouvez modifier le code des composants directement depuis le projet hôte. Pour tous ceux qui utilisent fréquemment les composants et qui en développent surtout, c'est un véritable gain de temps. Plus besoin d'ouvrir une deuxième fenêtre, un deuxième 4D pour ouvrir le projet du composant d'un côté, le projet hôte de l'autre côté, de changer le contexte, etc., de faire les allers-retours incessants. Votre code est réutilisable et reste malgré tout bien à l'écart tout en étant immédiatement accessible depuis votre environnement de travail. Fabrice nous a préparé une petite démo par rapport à ça et ce sera la dernière démo de ce webinaire, mais nous avons encore des choses à vous dire après. À toi, Fabrice. Bonjour à tous. Jusqu'à présent, modifier un composant depuis un projet hôte pouvait se révéler laborieux car il nécessitait plusieurs rechargements et des redémarrages répétés. Nous avons donc fait évoluer l'explorateur 4D pour pouvoir afficher et modifier un composant à partir d'un projet qui l'utilise. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, ces nouvelles icônes symbolisent les composants qui sont éditables, c'est-à-dire ceux qui ont été créés en mode projet et qui sont installés avec leur code source. Avec 4D21, vous pouvez double-cliquer sur un de ces composants et pour faire apparaître une barre d'onglet en haut qui va vous permettre de naviguer entre vos projets hôtes et vos composants. Dans la barre d'onglet à gauche des composants, on retrouve comme d'habitude Home qui permet d'avoir l'arborescence du composant, Méthode qui permet d'accéder aux classes et aux méthodes du composant, Commande, constante et plugin qui permet d'avoir la liste des commandes, constantes et plugins utilisables dans le composant, et enfin la poubelle qui permet de voir les méthodes ou les classes qui ont été supprimées et de les restaurer si besoin. Ensuite, les deux onglets table et forme ne sont pas accessibles. Table parce que les tables d'un composant ne sont pas accessibles à partir du host. Et l'onglet formulaire n'est pas accessible car l'interface de gestion des formulaires n'est pas encore finie d'être développée. Bien évidemment, cette interface permet de modifier, ajouter ou supprimer des classes ou des méthodes. Par exemple, ici, je peux ajouter une classe. À laquelle je vais créer une fonction. Voilà. Je peux aussi créer de nouvelles méthodes dans laquelle je peux appeler par exemple la fonction qu'on vient de créer. Et je peux tester mon code. Et là, on voit que le code de la fonction a bien été appelé. Bien entendu, je peux aussi partager cette méthode avec le projet hôte. Ce qui me permet de l'appeler à partir d'une méthode et bien entendu là je peux lancer et on voit que la fonction a bien été appelée. On peut aussi les supprimer, donc par exemple ici je peux supprimer méthode set et myClass, et si on va dans la poubelle on voit qu'on retrouve bien la méthode et la classe qui viennent d'être supprimées.
On peut aller encore plus loin en créant directement un composant à partir du projet hôte. Ici, ça nous ouvre un sélecteur qui est déjà dans le répertoire composant de notre projet hôte. Il ne reste plus qu'à mettre le nom du projet. Voilà, par exemple. Tac. Et voilà, donc là on voit qu'il y a un nouvel onglet qui vient de se créer avec le nom du nouveau projet. Ici on a l'arborescence par défaut. On peut aller créer une nouvelle méthode si on a envie. Voilà, dans lequel on peut rajouter du code, etc. En conclusion, vous pouvez déjà faire une grosse partie de vos développements de composants directement dans votre projet hôte. Il faut tout de même garder en tête que les développements ne sont pas finis. Il va y avoir d'autres améliorations à suivre, comme par exemple pouvoir builder un composant en même temps qu'un projet hôte. Donc, je vous invite à aller voir le blog post, les blogs régulièrement pour voir les nouveautés sur le sujet. Merci à tous et à bientôt. Alors, on va passer maintenant à la fonctionnalité suivante qui concerne les en-têtes de réponse des requêtes HTTP. Donc avec 4D21, plus besoin de reverse proxy ou d'outils externes pour gérer votre couche web, tout se fait directement dans le serveur HTTP de 4D. Concrètement, vous définissez votre politique de réponse une bonne fois pour toutes. Vous pouvez ajouter ou retirer des en-têtes, appliquer vos politiques de sécurité, rediriger vers un CDN, bloquer certains chemins sensibles ou même renvoyer des codes d'état personnalisés, et tout cela depuis une seule configuration centralisée. Au final, vous obtenez une couche web plus propre, plus prévisible et surtout la tranquillité d'esprit, car chaque requête réagit exactement comme vous le voulez et sans surprise. Passons maintenant aux nouveautés de la version 21 en matière d'authentification. Donc deux améliorations qui fluidifient vos processus au quotidien. La première étape, c'est 4D NetKit qui accepte désormais les URL complètes pour la redirection afin que votre flux d'authentification dirige les utilisateurs exactement là où vous le souhaitez, que l'authentification est réussie ou est échouée. Et deuxièmement, OpenID Connect, qui fournit des informations d'identité vérifiées directement auprès de fournisseurs, permettant ainsi à votre application de confirmer l'identité de l'utilisateur avec certitude. Ensemble, ces deux ajouts simplifient votre processus d'authentification, vos utilisateurs arrivent au bon endroit, votre sécurité est renforcée et votre code reste concentré sur le produit que vous développez. Avec 4D21, la transition est désormais complète. Les classes natives modernes sont suffisamment robustes pour que nous puissions officiellement dire bye bye aux Internet commandes de 4D, aux plugins Internet commandes. Vous travaillez avec une nouvelle génération d'outils, les TCP sécurisés avec TLS en optionnel, UDP plus propre, les transporteurs de mail plus performants et la prise en charge unifiée des protocoles Internet actuels. Tout est thread safe, événementiel et conçu pour répondre aux normes de sécurité que vous utilisez aujourd'hui. Et si reprendre votre code vous prend du temps, sachez que 4D Internet Command en version 20 reste compatible avec 4D21 pour le moment. Et nous allons maintenant aborder une dernière section qui regroupe les fonctionnalités restantes que nous n'avons pas pu traiter plus en détail puisqu'il faut tenir l'horaire. Vous bénéficiez tout d'abord d'une visibilité unifiée sur l'activité de votre serveur, donc les appels REST, les actions SOAP et les requêtes 4D Action apparaissent comme de véritables sessions que vous pouvez examiner. Vous voyez instantanément qui est connecté, comment et dans quel état se trouvent les sessions. Ensuite, les requêtes HTTPS qui utilisent désormais directement les certificats du store de certificats sur Windows. Aucun fichier sur le disque, aucune manipulation risquée, les certificats restent protégés au niveau du système et 4D récupère automatiquement toutes les informations lors de l'envoi d'une requête. Troisièmement, la communication TCP, qui est désormais sécurisée de par sa conception. Vous pouvez activer TLS
terminer l'établissement de la connexion et vos données transiteront de manière chiffrée. Quatrièmement, les licences des développeurs partenaires sont gérées automatiquement. Il vous suffit donc de vous connecter une seule fois et 4D installe automatiquement la licence appropriée sur votre machine. Enfin, le langage 4D gagne en expressivité avec des nouvelles commandes comme la commande string et num qui sont améliorées et de nouvelles fonctions trim qui permettent de nettoyer les entrées sans code répétitif. J'ai un petit peu accéléré la cadence sur cette dernière partie, mais nous allons prendre des questions. Première question, pourquoi est-ce que la correction et la modification d'un composant n'arrivent que maintenant en 21? Parce que c'est génial. Ça n'arrive que maintenant parce que ces choses-là prennent du temps. Mais l'important est que maintenant, ce soit là. On a eu une question, est-ce que Fluent UI fonctionne en mode binaire? Non, ça ne fonctionne pas en mode binaire, ça fonctionnera qu'en mode projet. En 2025, bientôt 2026, je vous conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore fait, d'engager vos conversions en mode projet. Il est plus que temps. Le mode binaire va vous cantonner à l'ancien monde et de plus en plus de fonctionnalités vous seront inaccessibles. Donc, si vous ne l'avez pas fait, c'est sérieusement le moment de passer en mode projet. Une question, est-ce que donc l'édition de composants qu'on a vu tout à l'heure suscitait beaucoup de questions là. Est-ce que ça fonctionne avec un alias d'un composant? Donc, réponse de Fabrice. Merci Fabrice. Grâce aux dépendances projet, vous n'avez plus besoin qu'un composant soit dans le répertoire de votre projet. En fait, vous pouvez directement pointer dessus. Une question également, est-ce qu'on peut faire du drag and drop, en particulier là, de méthode? Et à ce jour, ce n'est pas encore possible. Voilà. Du coup, j'ai une question. Dans la roadmap de 4D, l'abandon du mode binaire est-il acté et daté? Il n'est ni acté ni daté. Mais néanmoins, je vous recommande de travailler dans la direction du mode projet. Je pense qu'on est au bout des questions. Voilà, j'avais une question, oui, également mais on a envoyé les liens, voilà, sur la partie, je pense, génération de code avec VS Code. Vous verrez que ça fonctionne bien. Regardez la vidéo du 4D méthode dont on vous a donné le lien, qu'on vous donnera également en réponse à la suite de ce webinaire. Vous voyez qu'on y génère des formulaires et du code. Donc, avec les bons outils, ça fonctionne vraiment très, très bien. On a deux autres questions. L'ancien mode de requêtage est-il voué à disparaître prochainement? Non. A priori, non. Et est-ce que Fluent UI passe à travers l'héritage des formulaires? Réponse oui, et sous-formulaire aussi. Merci. Heureusement que j'ai une équipe à mes côtés. J'en profite pour tous les remercier chaleureusement et chaudement. Voilà. On va passer à la dernière slide. C'est la dernière. Avant de se quitter, donc je vous rappelle ce webinaire à venir de Marie-Sophie sur la sécurisation des données avec 4D et Codely Pro. Vous y apprendrez à configurer des autorisations, à définir des profils, à gérer l'utilisation de vos licences, à créer une expérience web sécurisée avec du login, de la navigation, des requêtes restreintes et des pages dynamiques qui s'adaptent au profil de votre utilisateur final. Voilà, ne le ratez surtout pas, c'est le 16 décembre pour sa version française. Et si vous n'êtes pas disponible, il y a deux versions anglaises, deux sessions anglaises également. Et voilà, nous allons terminer. Comme d'habitude, vous en avez davantage sur le blog de 4D. Je vous en recommande vraiment la lecture. Il va y avoir prochainement pas mal d'autres publications, en particulier sur l'IA. Donc, vraiment, allez-y,
En plus, ça nous prend beaucoup de temps pour vous faire tous ces beaux articles. Donc, j'espère que vous employez votre temps également à le lire, en plus de passer en mode projet. Eh bien, merci à tous et toutes et bonne fin de semaine. Merci à tous. Merci à tous. Bye bye. Merci.